Bon, pour ceux qui savent pas, j'ai les cheveux bouclés dans la vraie vie et ça m'a fait penser quand j'ai pris ma douche, les boucles en GFI pour augmenter le yield. Bon, j'ai mytho, ça m'a pas fait penser à ça, c'était juste pour une intro cool. Donc oui, j'ai réellement les cheveux bouclés, mais aujourd'hui on parle des boucles GFI, c'est ça qui nous intéresse. Donc voilà, on va commencer par un exemple concret. Ici la stratégie elle est assez simple. On va essayer de boucler sur un protocole de lending qui s'appelle Suilend. Donc j'arrive, je prends mes USDT SUI, je les dépose pour 12%. Ensuite, avec mon dépôt en collatéral, je peux emprunter des USDC où je paye 3% d'intérêt. Ces USDC, je les swap en USDT. Ces mêmes USDT, je les redépose. Donc ensuite, je vais voir ChatGPT. Je demande, je peux faire jusqu'à combien cette boucle-là. Donc il nous dit, c'est une suite géométrique pour ceux qui ont fait des mathématiques. Bref, on s'en fout un peu. Il nous dit à peu près, souvent 12 à 15. Les protocoles, ils s'arrêtent à 10 parce que voilà. Mais voilà, après 12-15, ça devient négligeable quand tu fais une boucle. Donc voilà. Et en fait, avec cette boucle-là, de base, en fait, j'ai déposé des USDT à 12%. En faisant la boucle, je me retrouve à 38,8% de yield au total. Donc j'ai fait x3 sur le yield environ, x3, quelque chose. Donc bah, c'est magnifique. C'est ça la beauté des boucles DeFi. Un autre exemple un petit peu moins rentable. Donc je dépose des MKLP, j'emprunte des USDC. Ces USDC, je les change en MKLP et je les redépose. Là, vous avez un truc qui s'appelle le loan to value ratio. Donc, en gros, je peux emprunter que 15% du collatéral que j'ai mis. Ok. Donc, bien évidemment, tout ce que je raconte là, c'est à but éducatif. C'est simplement pour expliquer un concept, pas pour vous inciter à le faire ou non. Donc voilà. Mais du coup, comme je peux emprunter que 15% de mon collatéral, je fais le calcul pareil, ChatGPT, je lui explique tout. Au final, je passe de 61% environ à 69%. Donc, qui est un peu négligeable. Mais néanmoins, ça fait du yield en plus. Voilà. Le concept, en fait, c'est un peu du leverage. J'ai appelé ça une boucle, mais c'est un peu du leverage. Donc, c'est aussi simple que ça. Le risque derrière le leverage, c'est le hack. Et je vais vous montrer quels facteurs peuvent se faire hacker dans les stratégies et le facteur liquidation. Donc, imaginons, la liquidation, c'est assez simple. Imaginez que l'USDT dépègue face à l'USDC. Là, je suis parti du constat que là, il n'y a pas de risque de liquidation parce que un USDT égale un USDC normalement. Okay, mais imaginez qu'il y a un hack ou pas du tout un hack, mais du coup un dépeg, c'est déjà arrivé dans l'histoire qui a causé des liquidations. L'USDC valait plus que 88 centimes par rapport à l'USDT. Donc derrière moi, en fait, vu que j'ai leverage, j'ai ce qu'on appelle un prix de liquidation, hop, je me fais sortir. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que quand je dépose 1000 $ et que j'emprunte derrière 800, ok, cool. Mais par contre, si mon collatéral de 1000 $, il vaut plus 1000 $ parce que l'USDT a perdu, a des pegs, derrière, bah, mes 1000 $, ça devient 800 $ et dès que c'est 800, automatiquement, enfin, c'est souvent un petit peu plus, mais imaginons que du coup, mon collatéral vaut 800 et que ce que j'ai emprunté, c'est 801, hop, il y a liquidation et je perds tout, en fait, à cause de ce risque-là. Et après, il y a le hack, donc si jamais le protocole de lending se fait hacker, ça, c'est arrivé souvent, je pense à Minterest sur Mental, donc c'est quand même des risques non négligeables. Ok. Et vous allez voir, plus on va complexifier la stratégie, plus on va s'exposer à des risques de liquidation, mais surtout des risques de hack. Parce que là, le risque de hack se retrouve sur le USDT, donc si jamais il y a un dépeg ou je ne sais quoi, et sur l'USDC et sur Suilend. Ok. Donc, on va faire d'autres idées maintenant. Là, j'ai expliqué la stratégie. Le but, ça va être de faire travailler ces Ethereum avec ces stratégies de boucle un petit peu pour avoir du rendement plus sur ces Ethers. La stratégie, elle est assez simple. Le but, c'est de déposer des Ethers. Par-dessus ces Ethers, c'est d'emprunter des stablecoins et ces mêmes stablecoins, de les prêter. Du coup, tu fais un calcul. De base, j'avais 5%. Avec une stratégie comme ceci, j'arrive à passer à 9%. J'ai rajouté même une composante importante parce que si je dépose de l'Ether à 2000 $ et que l'Ether est divisé par 2 et il descend à 1000 $, donc moins 50%, j'ai envie que ça soit ça la limite. J'ai pas envie que si mon Ether à 2000 $ il descend à 1500, et ben je perds tout vu que la valeur de mon collatéral d'Ether il est plus à 2000 mais à 1500, est-ce que j'ai emprunté c'est 1500. Ok. Donc j'ai donné aussi le facteur que même si Ethereum chute de 50%, je ne vais pas être liquidé. Et donc c'est pour ça que c'est 9. Mais tu vois, je peux augmenter un peu la boucle et augmenter du coup ce prix de liquidation. Des exemples possibles, là c'est Minterest. En gros, tu déposes tes METH, tu peux emprunter, et là c'est très intéressant, hein, tu peux emprunter des USDT. Tes USDT, ce que tu fais, tu vas les changer en USDC, et ensuite les USDC, tu vas les prêter ici à 24%. Là, vous avez vu comme quoi j'ai fait deux fois USDC pour pas rajouter un risque. Mais du coup, là, je combine trois risques. Le risque que Minterest se fasse hack, le risque que mes Ethers, c'est du liquid stacking,
Donc, si le protocole METH se fait hacker aussi. Il y a aussi le risque du coup de DPEG. Si l'USDT que je swap en USDC ne garde pas la parité et que l'USDC se fasse hack et je dois rembourser plus que ce que j'ai emprunté, et ainsi de suite. Ok. Donc, c'est quand même des risques qui sont assez faibles, mais il faut jamais les négliger. Ok. Quand on prend en compte la stratégie et pas juste all-in. Mais là, tu vois, directement, j'ai complexifié le truc. J'ai mes Ethers, je hold mon bac d'Ether. Au lieu de simplement le faire travailler, je peux hop utiliser le stacking. Et en plus de ça, je peux emprunter du stablecoin. En plus de ça, ce stablecoin, je le reprends, je le prête. Et là, tu commences à empiler du risque sur du risque. Je peux aller plus loin. Je peux prendre ces USDT que j'ai empruntés sur Minterest, les changer en USDC, les envoyer sur une autre blockchain et les prêter sur cette autre blockchain. Genre, je peux directement emprunter des USDC à 4% et hop, je retourne sur ce protocole-là, MKLP, et je les fais travailler à 61%. Vous avez vu? C'est pour ça que c'est très très puissant ce concept-là de boucle parce qu'on peut aller dans tous les sens. Encore une fois, ça comporte des risques, mais voilà. C'est très intéressant. Il y a peu de personnes qui en parlent, qui l'expliquent. Donc voilà pourquoi je voulais partager la réflexion. Allez, on part sur une autre idée pour refaire la même logique. Cette fois, on va faire travailler du Bitcoin. Voilà. C'est très intéressant de faire travailler du Bitcoin. Donc le but, concrètement, ça va être déposer des Bitcoins. Ici, je peux déposer des wrapped Bitcoin à 3%. 3,89. Là, premier risque. Derrière, là, c'est pas un Bitcoin officiel. Là, c'est un Bitcoin bridgé avec Wormhole. Donc si Wormhole se fait hacker, qui a déjà arrivé, mais bon, tout le monde a été remboursé, je crois. Bah derrière, hop, je perds mes bitcoins. Bon, ça semble plutôt safe, ok. Mais encore une fois, c'est non négligeable. Mais donc, je peux déposer mes BTC. Donc ça, c'est ce premier risque. En plus du risque de Swillen, donc ça fait 2. Ensuite, derrière, avec mes BTC, c'est comme Ether, j'emprunte des USDT, imaginons. Enfin non, j'emprunte des USDC à 3%, je les change en USDT, et ensuite je les prête à 14%. Du coup, mon yield de départ passe de 3% à 7%. Ok. Sauf que là, vous avez vu, j'ai pas précisé à ChatGPT de dire, voilà, si le Bitcoin est divisé par 2, j'ai pas envie d'être liquidé. Donc fais moins de boucles pour moins lever le prix de liquidation. Ok. Mais là, on va réfléchir ensemble et on va pousser le truc plus loin. Du coup, je peux prêter mes BTC à 3%. Je peux emprunter des USDT, des USDC plutôt, et venir les mettre ici. Et derrière, après, vous faites le calcul, et boum, derrière, mes BTC, je les fais travailler. Ce que le plus important à faire, c'est chercher des arbitrages aussi entre protocoles. Ok. Donc, ça va rajouter de la complexification à la stratégie et des couches de risque. Parce que si je suis sur plusieurs protocoles, ça veut dire que là, j'ai le risque que Wormhole se fasse hacker, le risque que Swillen se fasse hacker, et là, c'est un autre protocole qui s'appelle Navi, où il y a le risque que eux se fassent hacker. Mais bref, ici, il y a une autre stratégie qui est très intéressante. Euh, je peux déposer des walrus, ok, à 64%. Je peux ensuite en emprunter à 37% et les redéposer ici à 71. Ok. Derrière, bah, je suis exposé au token walrus. Donc voilà. Mais si jamais je hold le token walrus, j'ai tout intérêt à tout déposer ici pour chercher le yield. Ok. Là, si on complexifie, ce qu'on peut faire, c'est chercher un arbitrage. Là, on avait dit le BTC, il proposait 3,89%. Là, si on regarde sur le BTC ici, il nous propose de 3,91. Donc là, je peux prêter mes BTC à 3,91, sachant que le loan to value ratio pour BTC, là, il était qu'à 35%. Donc je peux emprunter que 35% de mon collatéral. Enfin, alors que là, il est beaucoup plus haut sur Navi. On le voit pas, mais je vous le dis, il est beaucoup plus haut. Donc là, je peux prêter mes BTC au même prix, 3,90. Je peux emprunter une plus grosse portion. Ok. Donc par exemple, je vais emprunter des Jeep. Là, le Jeep que vous voyez juste ici, je vais l'emprunter et je vais payer que 0,2% d'intérêt. Ces mêmes Jeep, je vais les reprendre et je vais les déposer sur Swilend et j'ai gagné 42%. Derrière là, ce qu'il faut surveiller, c'est la valeur BTC Jeep. Donc mon collatéral BTC doit toujours être supérieur à ce que j'emprunte en Jeep. Donc si jamais le Jeep pump sévère, il faut faire attention. Et si le BTC dump sévère par rapport au Jeep, il faut faire attention aussi. Mais bon, c'est assez corrélé. Souvent, BTC prend en valeur face à ces trucs. Mais bref. Du coup, là, je me retrouve avec un BTC qui travaille à 3,91 et derrière, j'ai cherché du yield en plus parce que, hop, je suis exposé au Jeep. Et là, vous comprenez, toutes ces boucles-là, on peut en faire, on peut en faire, on peut en faire. Il y a une boucle très simple. Déposer des Jeeps, en emprunter, les redéposer, en emprunter, les redéposer, en emprunter, et ainsi de suite. Et là, vous pouvez faire le lien avec une autre vidéo que j'ai fait, le delta neutre. Je peux emprunter du Jeep, le prêter, faire des boucles, et ensuite le vendre
le shorter sur des plateformes, BingX ou autres, etc. Je dois faire attention au funding rate, j'explique ça dans la vidéo, mais voilà. Donc c'est un peu le concept des boucles, je peux faire des boucles à l'infini, et j'ai même pas besoin de déposer tout le collatéral sur une plateforme de Perpdex parce que je peux juste leverage le truc. Toujours attention au prix de liquidation, mais là vous voyez, on peut imbriquer plein de concepts pour augmenter et optimiser le yield. Ça rajoute des couches de risque, mais derrière, ça optimise le yield au maximum. Ok? Bon, si vous n'avez pas compris, revisionnez la vidéo à nouveau. Ok? Regardez celle-ci et bien sûr abonnez-vous.